Allez, bonjour à tous. Il est 13 heures, donc bienvenue à ce webinaire dans la série des webinaires 1 heure pour comprendre et agir. Nous sommes ensemble donc jusqu'à 14 heures pour vous parler de la gestion intégrée de l'eau dans les parcs d'activités économiques existants. Alors, si j'arrive à cliquer. Ah, si, c'est bon. Donc, avant de commencer, je vous rappellerai juste donc, que le webinaire est enregistré. Vous avez dû le voir. Vous pourrez donc le retrouver en ligne sur le site internet de l'ARBE d'ici quelques jours. N'hésitez pas également à poser vos questions tout au long du webinaire en utilisant bien le module Q et R et non pas le chat. Nous essaierons donc d'y répondre soit par écrit pendant le webinaire, soit en fin de webinaire. On aura un temps pour ça. Pour les questions auxquelles nous n'aurions pas eu le temps de répondre, sachez que nous mettrons par écrit les réponses avec le replay. Donc n'hésitez pas, vous pouvez poser toutes vos questions. Quelques mots d'abord sur l'Agence régionale de la biodiversité et de l'environnement, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas encore. Nous sommes donc une agence publique implantée sur Marseille, mais couvrant l'ensemble du territoire régional. Et nous avons donc un statut particulier d'établissement public de coopération environnementale, ce qui nous permet d'avoir une gouvernance avec un grand nombre de partenaires. Vous les découvrez ici représentés par leur logo. Sachant que pour ce qui concerne la mission dédiée sur l'accompagnement des parcs d'activités économiques, nous serons particulièrement appuyés par la région, l'ADEME, l'ADREAL et l'Agence de l'eau, qui sont nos principaux partenaires sur cette mission. Mais pas les seuls, ils sont nombreux. Donc l'ARB, globalement... Oh, pardon, alors attendez. Est-ce que... Vous me voyez toujours? Oui, oui. Vous avez toujours l'écran. Donc, l'ARB a quatre grands domaines d'intervention. On va dire l'amélioration et la valorisation des connaissances avec par exemple l'Observatoire régional de la biodiversité, donc, qui vous permet de retrouver tous les chiffres clés sur la biodiversité en région notamment. Un axe sur la sensibilisation et la formation de différents publics. Par exemple, là, vous allez retrouver le Biodiff Tour. Donc, c'est un catalogue de visites organisées à la carte pour aller voir sur le terrain, sur l'ensemble de la région, des exemples concrets et inspirants de démarches de désimperméabilisation, de renaturation ou d'autres démarches d'aménagement durable. Vous avez ensuite l'animation de réseaux d'acteurs, tels que le réseau des gestionnaires de milieux aquatiques ou le réseau des espaces naturels protégés. Et enfin, l'accompagnement des collectivités et autres acteurs du territoire dans leurs diverses démarches liées à l'environnement et la biodiversité, avec notamment, pour les parcs d'activités économiques, le label Parc Plus. Donc, à savoir que le label Parc Plus, aujourd'hui, c'est 42 lauréats répartis sur l'ensemble du territoire régional, aussi bien en milieu alpin et rural que sur le littoral dans les territoires métropolitains. Donc, ce n'est pas l'objet aujourd'hui, on n'aura pas le temps de développer, mais n'hésitez pas en tout cas à me recontacter si vous souhaitez d'autres informations sur le label Parc Plus. Donc aujourd'hui, nous sommes ensemble jusqu'à 14 heures. Nous essaierons de tenir ce délai. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet évidemment passionnant. Nous aurons donc une introduction par Nicolas Vépierre, notre spécialiste en gestion intégrée de l'eau et en particulier l'eau pluviale au sein de la RBE. Puis un retour d'expérience d'un parc d'activité labellisé justement Parc Plus avec le niveau 1 depuis l'année dernière et qui a mené une requalification dans une démarche de gestion intégrée de l'eau. Il s'agira donc du parc d'activité du Roubian à Tarascon par Laurent Sicard pour la communauté d'agglomération Alcro-Camargue-Montagnette. Et enfin, Franck Zoulalian nous présentera le 12e programme d'intervention de l'Agence de l'eau. Et nous aurons donc ensuite un petit temps pour répondre aux questions que vous nous aurez adressées. Je vous informe également que nous avons sorti très récemment, en début de mois, un memento justement sur la question des parcs d'activité économique et de la requalification pour une gestion intégrée de l'eau et des milieux aquatiques, donc ciblé sur des parcs d'activité déjà existants. C'est un document qui est téléchargeable sur notre site web. Je vous le remettrai en lien dans le chat
N'hésitez pas donc à télécharger ce memento et à le partager largement. Donc, c'est un document qui vous permettra de retrouver toutes les informations dont on va parler aujourd'hui, ce qu'est la gestion intégrée de l'eau dans toutes ses dimensions, aussi bien les enjeux liés à la ressource en eau qu'à l'infiltration de l'eau pluviale, la gestion du risque inondation, la renaturation des cours d'eau ou la question des effluents sur les parcs d'activités. Voilà, donc sans plus attendre, je passe la parole à Nicolas. Merci Fleur. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Oui, donc moi je vais vous parler de gestion intégrée de l'eau pluviale. Et pour commencer, on va prendre un peu de hauteur par rapport à une zone d'activité, voir le bassin versant, comment il fonctionne. Si tu... Ouais, super. Donc un bassin versant, des lignes de crête formées par les collines et les montagnes qui définissent un territoire et en point bas de ce territoire des rivières et des fleuves. Là sur la photo au milieu, il y a justement la rivière. Et dans ces points bas, historiquement, nos villes, nos villages et les zones d'activité se sont majoritairement développés. Ce qui veut dire vu qu'on est en point bas, ces aménagements urbains sont influencés par tout le chemin de l'eau durant son trajet depuis donc les collines. Et ce qui fait qu'il faut donc comprendre, identifier quels sont les axes de ruissellement. Et par exemple là, sur cet exemple, on peut avoir à la fois donc du ruissellement qui provient de milieux naturels, c'est la flèche de gauche. On est plutôt donc là sur une ravine qui récupère les eaux pluviales et ensuite qui les dirige vers l'aire urbaine. Et la photo, la flèche du milieu, là on est plus sur un ruissellement qui est lié donc à de l'aménagement urbain en pente. Et ça, de l'aménagement urbain en pente, ça crée ce qu'on appelle des rues-rivières. Ça peut créer des rues-rivières. Et donc, il faut connaître, comprendre tout ce fonctionnement hydraulique du bassin versant pour bien identifier quand on implante le périmètre de la zone d'activité comment dire, qu'on s'intègre, qu'on n'influence pas de manière négative ces ruissellements, ces écoulements de l'eau. Et prenons un exemple où vous auriez une zone humide en contrebas, en aval de votre zone d'activité. Il faut que cette zone humide, si elle est alimentée par des eaux de ruissellement de surface, il faut qu'elle continue à être alimentée justement pour éviter de la sécher. Donc ça, c'était un peu pour partir sur une vision un peu, une échelle large. Là maintenant, on va zoomer sur donc la zone d'activité. Qu'est-ce qu'on peut en faire en termes d'aménagement? Cette représentation, donc c'est plus pour une ville ou un village, mais qu'importe, on peut très bien transposer ça à l'échelle d'une zone d'activité. Ce que l'on voit, bah, c'est là le curseur a été poussé un peu à son maximum, mais c'est beaucoup de surface végétalisée, beaucoup de pleine terre. C'est ça qu'on veut en termes de conception au niveau des aménagements, donc des zones d'activité. Et là, commence à y avoir donc une pluie. Photo. Ouais, merci Fleur. Donc là, c'est une petite pluie. Petite pluie, 10-15 mm sur 24 heures. Là, vous voyez la noue, donc le fossé peu profond qui longe la route. Lui, il a commencé à se mettre en charge. Vous avez des zones de flaquage à droite à gauche dans vos espaces végétalisé. Et dans le parking, donc le parking qui est en bas de cette représentation, en bas à droite, la noue centrale commence juste à se mettre en charge. Là, la pluie est beaucoup plus importante qu'une simple petite pluie. Voilà. Et là, du coup, on a ce qu'on appelle donc un fonctionnement en cascade. Il faut qu'il y ait un dialogue entre les différents aménagements. Et c'est aussi ça la gestion aujourd'hui des eaux pluviales, c'est mettre en œuvre une mosaïque de petits aménagements qui dialoguent de manière hydraulique entre les uns et les autres. Et là, donc, vous voyez la toiture végétalisée du bâtiment en haut s'évacue soit vers un espace en creux, soit vers un terrain de basket qui a été lui-même conçu, réfléchi pour accepter ces eaux pluviales. Et la photo un peu en bas, vous voyez, il y a une zone relativement profonde, on va dire, mais avec en plus un espace aménagé là, ça serait du jeu d'enfant, mais pour vous, ça serait plus des équipements sportifs. Voilà, tout ça, ça se met en charge et vous voyez au niveau du parking, donc ce fameux parking qu'on voit en bas, la noue commence elle-même à déborder et on a donc de l'étalement donc d'eau qui se fait sur la surface du parking. Et là, quand on est à des pluies encore supérieures, donc là, sur des pluies exceptionnelles, là, l'intérêt avec une gestion réfléchie de la petite pluie à la pluie exceptionnelle, c'est qu'on comprend ce qui se passe lorsqu'il pleut. Là, l'idée, c'est de bien identifier les axes de ruissellement, où va l'eau pluviale, aménager
on va dire, des entrées de bâtiments avec une surélévation si on sait que l'eau peut s'accumuler dans cette zone-là. Euh, Là, le but, de toute façon, pour ce niveau de pluie, c'est de minimiser le dégât sur le bâti et bien sûr les vies humaines. Mais encore une fois, avec une approche globale, on identifie, on comprend ce qui se passe pour ce type de pluie et avec ce qu'on appelle améliorer au mieux la transparence hydraulique des aménagements. Donc là, ce qu'on va vous montrer, oui, oui, c'était super, merci Fleur. L'idée alors, voilà, c'est d'avoir ce qu'on appelle des espaces multifonctionnels. Ça, c'est une représentation que vous avez dans le memento dont a parlé Fleur. Donc, vous avez un espace avec des tables, des équipements sportifs, un food truck, un lieu de vie, un lieu de centralité, un lieu de rencontre dans votre zone d'activité. L'idée, bien sûr, c'est d'avoir, en fonction de la taille de votre zone, ce genre d'espace multiplié au maximum pour avoir presque une conception de quartier au sein de votre zone d'activité. Donc là, par temps sec, la majeure partie du temps, ce lieu est un lieu de vie et par temps de pluie, c'est aussi un lieu qui a été réfléchi, conçu pour être inondable. Et là, c'est un petit exemple, c'est un zoom, hein, mais l'espace, enfin le coin un peu sportif avec l'équipement sportif, l'idée, bah, c'est d'avoir donc des matériaux qui vont accepter, résister à une submersion temporaire, avec par exemple sur le bas du béton ou de l'inox et au-dessus du bois. Et voilà, c'est un peu cette idée de se dire, on a tout réfléchi pour que l'espace soit à la fois adapté par temps sec et par temps de pluie. Et pour vous montrer que c'est pas que un beau dessin dans un memento, photo suivante, merci. Voilà un exemple. Alors, c'est un espace avec des jeux d'enfants, mais là encore, on peut très bien transposer ça avec un équipement sportif dans une zone d'activité. Et vous voyez, donc, par temps de pluie, ben, l'espace se met en charge. Donc là, justement, il y a cette idée de communiquer, vu qu'on change de vision vis-à-vis de ce qu'est l'eau pluviale, on la rend visible, il faut accepter qu'elle soit là, il faut accepter sa présence. Ça, pour la présence, c'est très important de maîtriser en combien de temps l'eau s'infiltre pour que l'usage initial, donc là, un lieu récréatif, un lieu de vie, redevienne possible. Il faut que ça s'infiltre en un certain nombre de temps, qui est à définir en fonction de justement de l'usage que vous voulez en faire. Et il y a une question importante, c'est de communiquer. Et par exemple, le dessin que vous avez eu juste avant, là, temps sec, temps de pluie, eh ben, ça peut être ce genre d'approche avec un petit panneau que vous mettez à proximité de cette zone, justement pour faire comprendre aux gens que par temps sec, oui, ils y ont accès, et par temps de pluie, c'est normal qu'il y ait cette lame d'eau. Et voilà, et petit à petit, on communique, on apprend à vivre avec l'eau, et c'est un peu ça, là, aujourd'hui, la question, c'est d'apprendre à vivre avec l'eau. Voilà, ça c'était un peu pour l'intro. Ouais, merci. Oui, oui, oui. Alors juste si tu peux, ouais, voilà. C'est juste, alors je vais faire un peu un tour d'horizon d'exemples d'aménagement qu'on peut avoir dans les zones d'activité. Priorité, c'est de gérer vos délaissés, vos espaces, vos surfaces avec des aménagements en creux. Ça, c'est vraiment le point de départ de l'approche à avoir en gestion intégrée des eaux pluviales. Et donc, si tu peux tourner. Ah, attends, j'ai perdu la Ah, main perdu la main sur. sur mon outil. J'essaie de la rechercher. Bon, voilà. Donc la priorité, c'est de commencer par ça et petit à petit, on va aller sur des aménagements un peu plus techniques. Mais déjà, d'identifier dans votre plan masse, dans votre surface totale de zone d'activité, les délaissés, les zones en espace vert, les zones sur lesquelles vous pouvez créer de l'aménagement en creux. Voilà, c'est vraiment ça, on va dire, s'il faut mettre en œuvre un diagnostic avec des priorisations, des étapes. Étape 1, il faut donc concevoir ce qu'on va voir là ensemble. Ça. Ah, j'arrive plus à remettre la main sur ma page. Aïe. Ah. euh, Alors, c'est bon. Ça, c'est les joies du direct. c'est bon. Voilà, c'est comme Alors, ça. pourquoi il veut pas? Ah, ça, on voit la flèche, donc je pense que c'est que c'est bon là. Si tu cliques sur la flèche, à mon avis. Voilà, Ah, c'est super. bon? Ok, ça Ouais, va. top, merci. On va récupérer. Donc là, c'est des exemples directement au sein des parcelles privées, au sein donc des espaces que vous pouvez donc aménager pour vos entreprises. À gauche, l'espace en creux est assez marqué au niveau des pentes. À droite,
On a vraiment une approche qui est totalement intégrée, on se rend même pas compte et pourtant c'est un espace en creux. À droite, c'est vrai que l'espace est tellement bien aménagé, tellement agréable et au milieu, bon, vu qu'il n'y a pas trop de d'arbres, eh ben, on pourrait en plus mettre des tables, des chaises, un lieu justement pour permettre aux agents, au personnel de cette entreprise. Donc vous voyez un peu sur la gauche, il y a des voitures, donc c'est le parking et encore plus à gauche, on va dire, il y a le bâtiment. Et donc, avec un chemin d'accès pour permettre, durant la pause midi, aux gens d'aller manger dans cet endroit-là, et ben, c'est un lieu super agréable pour discuter et pour faire une pause avant de reprendre. Voilà, donc, première approche, et ça, ce type d'aménagement, c'est vraiment une bonne opportunité aussi pour vos fonds de parcelles. Très souvent, vous avez des fonds de parcelles un peu délaissés, un peu abandonnés. Alors, si vous n'avez pas d'activité avec des substances polluantes particulières, ce genre de conception d'aménagement, c'est vraiment à mettre en œuvre dans vos fonds de parcelles. Autre possibilité, du coup, en termes d'aménagement, eh ben, c'est les ronds-points. À gauche, ce qu'on voit, ben, c'est un rond-point comme on voit un peu partout, hein, donc en remblai, donc avec un peu une bosse. Et c'est un peu dommage, sachant qu'ici, vous voyez, la rue qui est au-dessus est en pente. Donc on pourrait intercepter les eaux de ruissellement de cette rue par le rond-point. C'est le cas à droite. On a un rond-point qui est aménagé en creux, donc qui peut justement récupérer des eaux pluviales, gérer la pluie. Là, cette photo permet aussi de pointer du doigt un peu des petites finesses. L'eau pluviale, lorsque c'est une petite pluie, il faut vraiment réfléchir au mieux son écoulement sans avoir d'entrave. Et là, eh ben, vous voyez, la terre, finalement, elle est au-dessus de la voirie, du bitume. Et du coup, entre cette terre plus le développement du végétal, là, vous allez avoir un passage de l'eau le long de la voirie et très peu dans finalement le rond-point qui a été réfléchi en creux. Donc voilà, il faut penser à tout ça et toujours réfléchir l'espace végétalisé en décaissé en contrebas de l'espace qui génère, lui, le ruissellement. Merci. Les nous, alors c'était marqué le fil de l'eau au fil du temps, c'était juste pour parler un peu de l'histoire des nous et de l'évolution des nous. Les nous, elles ont été conçues aussi au départ pour gérer des eaux pluviales, mais à ciel ouvert, mais pas pour autant infiltrées. Donc là, vous voyez à la photo de gauche, vous avez une géomembrane qui étanchéifie donc la noue. Alors ça, c'est à la fois parce que la vision de l'infiltration est assez pas nouvelle, mais elle se met de plus en plus en œuvre aujourd'hui. Et c'est aussi que les zones d'activité, historiquement, ou assez souvent, sont dans des zones, soit des marécages, ou des zones où en fait on a de l'eau qui peut être affleurante. Et donc aussi, la noue ne doit pas être là pour drainer l'eau de la nappe. Et donc c'est aussi pour ça que vous avez donc des zones avec ce type d'aménagement-là. Et à droite, on est aussi sur une zone imperméable. Là, c'est un cas particulier. On a mis en œuvre une couche, ce qu'on appelle donc d'argile bentonite, qui elle crée aussi une étanchéité. Et au final, bah, l'eau ne s'infiltre pas en profondeur. Aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est des noues comme un peu ce que vous avez à droite, encore plus végétalisées, infiltrantes. Voilà. Lorsque le sol, on va dire la couche de sol non, d'épaisseur de sol non saturée, permet justement de réaliser de l'infiltration. Hop, si tu peux passer. Là, c'est des exemples avec donc le terre-plein central. Ça aussi, un terre-plein central, vous pouvez l'aménager en creux. Bah là, c'est important, bien sûr, de concevoir les voiries pour qu'elles soient pas en toit, on va dire, mais dirigées, bien sûr, vers la zone centrale pour que vos eaux de ruissellement aillent sur cet espace qui a été conçu en creux. Et là, vous voyez, on commence un peu à identifier une mosaïque de solutions. C'est toute cette boîte à outils d'aménagement conçue en creux qui vont faire que bout à bout, tous ces micro-stockages les uns après les autres vous permettront d'éviter d'avoir un grand bassin, de mobiliser un énorme ouvrage en béton ou en géomembrane qui vous prend du foncier et qui a qu'un seul usage par temps de pluie. Et ça, justement, ce type de conception vous permet donc de redéfinir un peu votre plan masse au niveau de votre zone d'activité. Si tu peux, ouais. Et là, donc, aussi, les voies douces, piétonnes, vélos, c'est une bonne opportunité pour créer donc une approche avec donc de l'infiltration. À gauche, vous voyez donc un cheminement doux combiné avec une noue qui en plus, on le voit un peu, il y a des redans, donc c'est des espèces de petits barrages parce qu'il y a une pente. Donc vous voyez, vous pouvez même aménager une approche gestion à ciel ouvert si vous avez des pentes en mettant ce genre de petits barrages, les redans. Et aussi, ce qui est important là de se projeter, c'est que par rapport à la largeur de cet aménagement, bon là, on est quand même sur quelque chose d'assez large, mais vos interstices entre vos parcelles privées, qui sont souvent des délaissés, si vous avez des interstices, c'est une bonne opportunité pour y mettre du cheminement, donc
doux, donc ça mobilise un peu mieux le déplacement en vélo ou à pied au sein de votre zone d'activité. Ça te permet de faire un maillage de trames vertes et bleues au sein donc de toute votre zone d'activité pour faire en sorte que justement votre zone communique, dialogue, soit finalement perméable à son environnement, enfin comment dire, extérieur, en dehors de la zone d'activité. Et voilà, donc la mobilité douce est une bonne opportunité. Là à droite aussi, c'est un autre exemple. Petit message, que ce soit la photo là de gauche ou de droite, il faut végétaliser, il faut mettre des arbres, parce que si on veut que demain les gens se déplacent au printemps, en été, à pied ou à vélo, bah, il faut bien de l'ombre. Sinon, plus personne ne prendra ce genre de cheminement. Et voilà, pensons à demain et donc il faut mettre des arbres. Voilà. Donc, et du coup, transition, les arbres. Donc, aujourd'hui, les arbres, on les réfléchit ce qu'on appelle arbre de pluie. L'idée, c'est de mettre un arbre sur le chemin de l'eau. Donc là, vous avez un exemple de nous à gauche planté avec des arbres. Déjà, pour l'arbre, c'est une bonne opportunité pour avoir un meilleur développement du système racinaire. Si vous mettez du multispécifique, il y a même un dialogue qui peut se faire entre les essences et s'entraider. Enfin, ça, c'est des études qui sont menées là-dessus, à voir si en milieu urbain, ça peut aussi être un facteur pour améliorer la survie des arbres avec le dérèglement climatique. Point important avec cette diapo, c'était de voir que quand on pense végétal, quand on pense arbre, il faut penser temporalité, il faut penser le temps met du temps à enfin un arbre, pardon, met du temps à se développer. Et du coup, là, vous voyez, bah, entre la photo de droite et de gauche, oui, bah, on n'est pas du tout sur la même château Gombert, je sais même plus, Fleur, depuis combien de temps elle existe, cette zone, elle est vraiment Elle est très ancienne, ancienne. elle est ancienne. Les arbres, ils étaient peut-être là avant. Et d'ailleurs, autant ça a été réfléchi en intégrant justement les arbres présents. En tout cas, voilà, le but, c'est de penser au fait que vous allez avoir une évolution du végétal. Et même dans vos conceptions, c'est de demander à votre bureau d'études de vous faire une proposition au moment de la réception, à 5 ans, à 10 ans, à 15 ans, pour faire des esquisses, en voyant un peu des dessins, en voyant un peu à quoi s'attendre en termes d'aménagement. On peut aller à la photo suivante, à la diapo suivante. Hop, merci. Alors là, c'était justement, on vient avec Fleur là, qui a fait la remarque sur le fait qu'autant les arbres étaient déjà présents, c'est justement cette idée de se dire, eh ben, il faut sanctuariser, il faut protéger les arbres existants. Alors, à photo de gauche, je vous avoue que je suis pas certain, voire je pense pas que c'était un arbre qui était présent au départ sur site, mais c'est une bonne opportunité de voir que quand on laisse libre cours, on va dire, aux idées des architectes, on peut vraiment faire des choses assez intéressantes. Et ce type-là de conception peut très bien être le cas avec un arbre qui est présent, qu'on veut sanctuariser, et en aménageant autour. Et à droite, la photo, là, bah, cet arbre, dans les toutes premières étapes du projet, aurait dû être coupé. Et au final, bah, le fait de s'être battu pour le garder, ça permet de créer une chicane au niveau donc, de l'arrivée, de la circulation, et de créer une zone de ralentissement. Et en plus, bah, d'avoir cet arbre vivant, mature, en bonne santé, à garder sur le projet. L'autre point, bah, si on veut penser au développement de l'arbre pour qu'il s'implante bien, même si on choisit donc des essences méditerranéennes, il y a les 3 4 premières années où il faut penser à l'enracinement donc, de l'arbre pour qu'il devienne robuste, qu'il devienne résistant. Et ça, eh ben, une bonne façon aussi d'optimiser son enracinement, c'est de quand même lui permettre d'avoir accès à de l'eau. Mais avec les arrêtés sécheresse, eh ben, il y a tout des problématiques sur les jeunes plants qu'on installe. Et là, par exemple, vous avez donc, alors le schéma que vous avez à droite, c'est la suite, c'est le schéma qui correspond à la photo qu'on a. Entre ces différentes allées là d'arbres, vous avez donc une structure stockante qui stocke de l'eau. La structure entourée avec du verre, c'est ce qu'on appelle une structure alvéolaire ultra légère, une sole, entourée elle-même par une structure réservoir avec donc du galet. Tout ça, ça permet de se remplir d'eau pluviale lorsqu'il pleut, d'avoir une inertie, une présence de cette eau un certain temps, pour ensuite se diffuser dans les fosses de plantation d'arbres, qui en plus ont été vraiment bien dimensionnées, c'est-à-dire 16 mètres cubes, c'est pas du tout toutes les fosses qui ont ce dimensionnement-là. Donc là, on est vraiment sur une approche pour Il te reste deux favoriser... minutes, Nicolas. Pardon? Il te reste 2 minutes. Ok, super. Et ben alors, on est bon. Passons à la suivante. Voilà, donc les parkings perméables. Je vais surtout balayer les exemples de parkings perméables pour véhicules légers. Tout ce qui est logistique, poids lourd, manœuvre, on peut faire on peut réfléchir de l'infiltration, c'est du cas par cas. S'il y a des questions, on pourra aborder un peu ces points-là, mais là, c'est pour du véhicule léger. Aujourd'hui, ce qu'on a comme choix, c'est bon, principalement du plastique ou du béton. Là, le béton que vous avez à droite, c'est un béton coulé en place avec des orifices qui permettent donc d'infiltrer les eaux pluviales. Si tu peux passer.
La question du plastique, c'est qu'au final, même si les fournisseurs disent que non, eh ben oui, ça se dégrade. Suivant les solutions, ça se dégrade même très vite et fortement. Et il y a une déformation quand même assez marquée de toutes les dalles plastiques. Enfin voilà, les déformations sont plus récurrentes que sur d'autres types de solutions de revêtement pour stationnement. Et la photo suivante, on voit justement avec aussi la boîte à outils, le catalogue possible de ce que vous pouvez faire avec du béton. Bon, le béton, on peut se poser la question du bilan carbone. En tout cas, en termes de pérennité, on est quand même sur autre chose que les solutions plastiques, enfin en tout cas de ce que moi j'ai pu voir pour le moment. L'autre solution, ça peut être le stabiliser. Stabiliser, attention, c'est pas si perméable que ça peut créer une croûte de battant, ça peut devenir imperméable avec le temps, et il y a de l'orniérage, donc des petits creux qui vont se former, donc à voir. C'est pas cher. Et là, vous avez ce qui est pour moi la meilleure des solutions possibles, c'est le mélange terre-pierre. Attention, mise en œuvre, ça paraît simple, mais ça demande une mise en œuvre particulière. Il faut maîtriser ça, il faut être sûr que l'entreprise qui le pose a l'habitude de poser du mélange terre-pierre, et c'est 70% de pierre pour simplement 30% de terre. Et voilà. Et après, on peut avoir ce type de solution. Petit point sur la question donc, de la pollution. Donc, une eau pluviale est contaminée et pas nécessairement polluée. Elle est contaminée justement si on évite de trop concentrer les eaux pluviales. Du moment où on les concentre, là, elles deviennent polluées. Et c'est ce que vous voyez un peu sur le dessin, enfin le schéma où vous voyez du bleu, du rouge. La flèche, c'est le point d'arrivée des eaux pluviales. Donc, bien sûr, au droit de l'arrivée des eaux pluviales, on est avec une concentration un peu plus forte de contaminants. Et donc là, peut-être avec le temps, cette zone, si c'est une noue, peut devenir polluée. Alors que plus on diffuse, moins on est concentré et donc on reste sur de la contamination et pas de la pollution. En bas, vous voyez juste que les processus physico-chimiques peuvent dégrader et biologiques peuvent dégrader même les contaminants émergents. Et voilà, là c'est le dernier point sur les parkings, c'est pour dire qu'on peut faire de l'énergie, du photovoltaïque et de l'infiltration. Et là vous voyez l'eau lorsqu'elle tombe sur le panneau, elle suit la pente, elle descend, elle tombe sur une noue. Attention, mettre des galets, un système anti-affouillement pour éviter de creuser cette noue. Pour des petites pluies, bah, tout sera géré facilement. Et pour des pluies un peu plus importantes, la noue, vous pouvez même la concevoir avec un débordement qui se remplit, se déverse dans une structure en réservoir placée sous la zone de stationnement. Donc on peut faire gestion par infiltration et production d'énergie et des toitures végétalisées une Très, minute. très rapidement. C'est Voilà. leur délai. On peut avoir des toitures végétalisées compatibles à notre climat. Plantons donc voilà, un peu, on va dire des vivaces. Laissons de la place pour que des espèces spontanées apportées par le vent et les oiseaux puissent se développer. Et ensuite, laissons un peu libre cours à la toiture et ça fonctionne. Et la question de l'arrosage, c'est la dernière diapo. Euh, bon, toutes les solutions avec du plastique, c'est pas nécessairement sécuritaire, on le voit sur ces photos, ça a fini par mourir, que ce soit du goutte à goutte ou de l'aspersion. La question, c'est d'avoir un système qui est là aussi que comme pour l'histoire de l'arbre, le temps d'enracinement, donc des essences qu'on a choisies, donc 3 4 ans. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait si on réfléchit à un système qui se démonte après cette période-là? De l'aspersion, c'est un peu plus facile peut-être que du goutte à goutte. Et une option possible, et ça, la capture que vous voyez, c'est une vidéo qu'on a réalisée sur les toitures végétalisées que vous pouvez avoir récupérée sur notre site internet. Là, vous voyez, on remplit finalement la couche qui est normalement une couche drainante, on la remplit avec les eaux pluviales pour permettre justement d'avoir une petite réserve d'eau et faire en sorte que les plantes et le système racinaire aillent chercher l'eau là-dedans pour survivre. Voilà, je vous remercie. Ben, merci Nicolas. Désolée, je t'ai un petit peu pressé sur la fin. En À tout bien cas, fait. c'était intéressant, donc je ne voulais pas te couper avant. J'enchaîne du coup avec donc, la présentation de Laurent Sicard donc, pour la communauté d'agglomération Agro-Camargue-Montagnette. Je vous laisse la parole. Bonjour à tout le monde. Donc voilà, moi je suis Laurent Sicard, chargé d'affaires au sein de la communauté agglomération ACCM, Arles-Camargue-Montagnette, basée à Arles. Et nous allons voir la requalification de la zone de Roubian qui se trouve, on va dire, au nord de Arles, qui est une zone économique qui a été créée dans les années 80 et qui avait été calibrée au niveau des bassins de rétention avec une pluviométrie de l'époque. Et là, on va voir au fil des slides toute une évolution. Alors, c'est une zone qui fait 90 hectares, qui comporte une centaine d'entreprises, des activités commerciales, artisanales et industrielles. Nous avons, avec le slide que nous avons là, à la partie violette en haut, c'est plutôt la partie, on va dire, commerciale. La partie, on ne voit pas bien, mais à gauche, c'est un artisan. Et complètement en bas à gauche, c'est industriel. Donc, cette zone d'activité représente économiquement
parlant au niveau développement de l'emploi, c'est 900 emplois et elle était vieillissante et nous avons rencontré bien sûr des problèmes d'inondation au fil des années. Donc, nous avons rencontré les acteurs de la zone, c'est-à-dire les associations, et nous avons échangé avec eux sur les besoins de cette zone d'activité. Voilà, on peut passer au slide. Voilà. Donc, l'objectif, ça a été une fois qu'on a recueilli l'ensemble des besoins, c'est-à-dire la sécurisation de la zone, les problèmes d'inondation, les problèmes de végétaux, hein, parce que c'est très minéral, hein, on n'avait pas du tout d'arbres, on n'avait pas d'espace vert. Les bassins, ils étaient malheureusement sous-dimensionnés avec les pluviométries actuelles. Et nous avions à l'époque des caniveaux béton un peu de partout. Donc, on va voir ce que nous avons réalisé au fil du temps. Et en même temps, nous avons travaillé le département parce qu'il a été intégré une voie verte aussi, un mode doux. Donc, très intéressant. On va le voir au fil des slides. Donc, voilà. Donc, les rencontres se sont faites depuis 2010, hein, tout en sachant que la zone avait été créée dans les années 80. Donc, en 2010, il y a eu donc les rencontres avec l'association de la zone, qui représente la plupart des commerçants et des artisans et des industriels. Partant de là, on a fait faire un diagnostic auprès du cabinet architecte, bon, le CAE, hein, et nous avons fait aussi, pour la même occasion, lancer une étude hydraulique sur l'ensemble de la zone économique, ce qui nous a permis après d'avoir une vision de nos aménagements que nous avons pu réaliser à partir de 2017 et en 3 phases de chantier parce que nous avons scindé le projet. Vu le montant, il a fallu faire des répartitions budgétaires et du phasage. Donc, nous avons fait d'abord donc, une première requalification qui est le secteur E, qui est la partie commerce, celle qu'on a vu complètement au nord, où nous avons lancé dans ce marché travaux publics, bien entendu, 3 lots, avec un cabinet aussi. On avait porté surtout une, un point fort sur le cabinet de maîtrise d'œuvre, dont le mandataire était un cabinet paysagiste, architecte paysagiste, et non pas un cabinet VRD. Il s'est associé avec un cabinet VRD, mais le VRD, il était co-traitant et non pas mandataire. Voilà, parce que l'objectif de cette zone économique, ça a été de la transformer en parc parce que pour répondre aux exigences qu'on nous avait demandées et puis vraiment pour évoluer et aussi garantir toute cette gestion aussi des eaux. Et on va le voir au fil des slides. Donc, ce cabinet d'architecture paysagiste nous a fait des propositions d'aménagement, notamment des nous. On va y revenir aussi dessus. On a supprimé les caniveaux béton. On a travaillé sur une vision après, tout en étant sur le secteur 1, avec la vision sur le secteur 2, c'est-à-dire pour le remembrement des bassins qui étaient existants. Et partant de là, est arrivée aussi toute une réflexion sur la gestion de l'eau, mais pas que sur le domaine public, dans le cadre du foncier privé, où les entreprises, donc, vous avez pu construire à l'époque leurs bâtiments sans création de bassins en interne propriété privée, étant donné que nos bassins publics des années 80 étaient censés collecter l'ensemble des eaux. Donc, au fil du temps, on s'est rendu compte que, vu la pluviométrie, ça ne fonctionnait plus. Donc, on a profité à partir de 2017 de faire changer le règlement du PLU de la ville en disant que voilà, tous les bâtiments existants qui feront l'objet d'une demande de modification ou d'une extension ou d'une création lambda devra se conformer à la nouvelle réglementation, c'est-à-dire créer un bassin en interne à la parcelle privée, en tenant compte des bâtiments existants. C'est-à-dire, ça nous a soulagé nos ouvrages qui étaient vétustes des années 80. En résumé, si je fais une synthèse de ce que je viens de dire, les industriels n'avaient pas de bassin, commerce non plus. Nous, nos ouvrages récupéraient leurs eaux. Au fil des années, ça ne fonctionnait plus. Conclusion, on a changé les règles du jeu et on a dit, voilà, tous les gens qui déposeront un permis de construire, vous devrez prendre en charge vos volumes d'eau. Voilà, l'histoire est partie de là. Et ça fonctionne très très bien parce qu'on va voir que nous aussi, on a amélioré nos bassins et en même temps, les industriels ont joué le jeu. Dès lors qu'ils bougent, ben, ils font ou des nous ou des petits bassins parce que
Pourquoi des nous? Parce que la vocation de la noue, comme disait tout à l'heure Monsieur Louis-Pierre, c'est que, Nicolas, c'est que à la fois dans le cadre des zones économiques, ça peut être aussi une barrière de protection. C'est-à-dire que nous, les architectes, ils s'en servent comme clôture, en fait. Ça permet à la fois de récupérer les eaux. À l'intérieur, bien sûr, on y plante des arbres. Donc, ça répond au cahier des charges des PLU. Hein, donc, ça respecte les surfaces à espace vert. Plus ça récupère les volumes d'eau des parcelles, plus ça crée une clôture, une frontière entre le domaine public et le domaine privé, notamment chez certains artisans. Et on a aussi un garage automobile qui a des voitures un peu de luxe. Et du coup, avec cette création de nous, ben, ça fait une barrière. Voilà, et donc, du coup, ils n'ont plus qu'à gérer leur portail d'entrée et ça leur suffit largement. Donc, on a profité dans ce secteur 1, bien sûr, donc, de reprendre la géométrie des voiries, de redimensionner, de bien dimensionner, étant donné qu'on a une mixité d'usages. Euh, à l'époque, on n'avait pas fait d'études non plus de trafic routier et on s'est rendu compte que dans la zone commerciale, passaient beaucoup de poids lourds alors que l'objectif était d'aller au sud de la zone. Et donc, on a fait faire des comptages et on a amélioré aussi notre signalétique. Donc, sur ce slide, on voit les caniveaux béton, notamment sur la photo complètement en haut à droite. On était tout en minéral. Toute la zone était complètement minéralisée de partout. Voilà, on a eu du béton. Donc, forcément, qui dit béton dit coefficient de ruissellement amplifié, inondation, sous-dimensionné, bien sûr, étant donné qu'on avait tous ces problèmes-là sur l'ensemble de la zone. On a lancé donc la consultation de la première phase, le secteur 1. Et là, vous voyez déjà que nous avons fait un volet paysager entre le parking privé à gauche, là où il y a le C15, et la voirie, là où il y a le C15 bleu. Là. On a végétalisé la partie centrale, où on s'en sert aussi un petit peu d'écoulement des eaux. Mais la partie principale, c'est les nous, que l'on voit complètement à droite, qui nous ont permis de supprimer les caniveaux béton, parce qu'à Toulon, on avait des caniveaux béton de 1 mètre. Et on a mis, en plus, on a profité aussi, en créant cette noue, de mettre en esthétique tous les réseaux aériens qui sont au droit de la bordure. On ne le voit pas, bien sûr, c'est enterré. Voilà, on a enterré tous les câbles aériens. Donc, ces nous-là, de la phase 1, vont rejoindre la deuxième requalification qu'on va voir après. Voilà, là, on voit un profil en travers type de la requalif, c'est-à-dire la fameuse noue complètement à gauche, végétalisée. Pareil, on a mis des arbres à l'intérieur pour à la fois arborer et en même temps récupérer les eaux. Parce que c'est tout autant de volume d'eau qui n'arriveront pas à nos bassins, à nos ouvrages. On a profité bien sûr pour mettre l'éclairage à LED, on a profité pour faire du cheminement piéton et on a redimensionné la voirie, structurée de telle sorte un peu sélective, notamment pour que ce soit que des VL. Et comme je vous disais, on a aussi détourné le trafic poids lourd dans la partie commerciale via la départementale pour les faire passer vers le sud. Donc, pareil, hein, dans les fossés, nous avons fait des mélanges de terre-pierre. Hein. Et là, ce que nous voyons, là, c'est que pour végétaliser la rue des Charpentiers, excusez-moi, on avait des clôtures, des riverains qui étaient un peu à l'époque, un peu, pas du tout, pas trop esthétique, on va dire. Voilà, on a fait une double clôture devant, où nous avons planté des végétaux grimpants. Et là, bon, on commence à voir la végétalisation qui est en train de prendre place et ça cache en fait les parties privatives où il y a des garages automobiles, où bon, au niveau esthétique, c'est pas la joie. Et du coup, ça nous permet d'avoir cette barrière végétale qui se crée au fil du temps et qui en même temps donne un plan d'alignement. Lorsqu'on prend la rue, là, ça fait un plan d'alignement végétalisé. Voilà. Donc là, on voit la zone dans l'ensemble. Dans la partie commerciale, la phase 1, c'est celle qu'on a vue complètement en haut. Là, on va passer à la phase 3. Pourquoi on ne parle pas de la phase 2? C'est parce que tout simplement, la phase 2 est arrivée après la phase 3. On a fait la 1, qui était celle qu'on vient d'évoquer, la création de nous, on a désimperméabilisé les sols. La phase 3, on n'avait pas beaucoup d'aménagements à faire, mais cependant, il nous manquait des végétaux.
Donc, on en a profité pour faire des plantations d'arbustes et de plantes vivaces. Et pour la même occasion aussi, bon, on a un peu planté aussi des potelets en bois pour donner un côté un peu parc. Mais derrière, là où vous voyez les peupliers, on a repris aussi les noues existantes. Bon, c'était des grands fossés sur lesquels on a appliqué une réglementation particulière parce que ce sont des fossés d'utilité publique passant dans des propriétés privées. Et du coup, lorsque nous avons vendu les parcelles, on a imposé dans les actes notariés de laisser les fossés à ciel ouvert pour éviter encore du bétonnage, etc. Voilà, voilà c'est une petite opération de 50 000, alors que tout à l'heure, on a vu une opération à 3 millions d'euros. Voilà. Donc là, on arrive à la requalification numéro 2, qui est l'intermédiaire entre la 1 et la 3. La 2, c'est là où il y avait des bassins existants. Donc, on a mis aussi, par l'occasion, on a profité pour mettre aux normes l'accessibilité des quais-bus, créer des jardinières tout le long. Et bien sûr, nous avons fait la connexion du réseau pluvial entre le secteur 1 et le secteur 2. On a repris l'éclairage public, bien sûr. Et le lot 3, ça comprenait le remembrement des bassins, trois petits bassins existants. Et nous avons été confrontés à la nappe phréatique. Et comme disait justement tout à l'heure Nicolas Vépère, c'est que nous avons des poussées de nappe dessous. Et il nous a fallu gérer donc les éventuelles pollutions de la zone économique, étant donné que nous sommes dans une zone commerciale, artisanale et industrielle. Il a fallu gérer aussi la présence de la nappe phréatique, parce que vous savez que ben, nous, Tarascon et Arles, nous sommes proches de la mer et nous sommes dans les marais. Donc, ces bassins de rétention-là ont été remembrés et ont fait l'objet d'une mise en place d'une géomembrane que nous avons, voilà, nous avons lesté, pas avec du béton, mais nous l'avons lesté avec de la terre. Nous avons 50 cm de terre pratiquement végétale au-dessus de la géomembrane que nous avons végétalisée. Et en cas de pollution, nous avons au nord de ce bassin, là au-dessus, il y a marqué un petit sein du Roubian, là, un peu plus haut, dans l'angle. Nous avons un petit, voilà, là, super, un petit déversoir en béton qui nous permet, au cas où, en cas de pollution, de récupérer les eaux polluées. Mais si au cas où ça venait à nous échapper, que ça rentre dans le grand bassin, vous voyez là où il y a la verdure, il faut savoir que c'est un bassin, bien sûr, étanche, sur lequel nous avons la main. On peut arrêter tout le système de pompage et après venir curer à l'intérieur pour enlever les polluants. Il faut savoir que cet espace tampon, ce bassin-là, qui représente une dizaine de millimètres cubes, est un espace avant le rejet en, en aval, à la maison penchée. C'est-à-dire que c'est un point stratégique, la maison penchée, qui recueille non seulement la ville de Tarascon, mais une grosse partie du nord Bouches-du-Rhône, c'est-à-dire tout ce qui arrive les eaux pluviales de Saint-Rémy, Château-Renard et Ragues, et on ne doit pas excéder 35 mètres cubes seconde. Donc, toute l'étude hydraulique, elle est partie de là. Et c'est comme ça que notre cabinet d'ingénierie a pu dimensionner notre bassin en sachant que nous, on a un petit rejet de 5 litres, un petit débit, dont on fait du gros stockage. Donc, voilà le schéma type du bassin. Alors, on a le BR1 qui est le bassin en géomembrane qui fait l'objet, alors jusqu'à un certain niveau, il bascule tranquillement dans le BR2. Ensuite, c'est jusqu'à un certain niveau. Alors, je ne vais pas rentrer dans toute la partie technique parce que c'est des cotes de niveau qui ont été calculées. Le BR2, après, se déverse à la petite rivière de cailloux que vous voyez en bleu, là, et va se rejeter naturellement. Par contre, à un certain niveau, on a le système du BR1 qui se met en sécurité, qui s'arrête. Et au niveau de la station, on a des détecteurs qui nous permettent de voir ce qui s'y passe. Et si on a des polluants, ben, on arrête directement la station, on vient curer. Voilà. Voilà les bassins en phase de réalisation. Alors, ces trois petits bassins que nous avons fait dans le remembrement. Il faut savoir que ce bassin-là a été implanté sur une ancienne station d'épuration. Donc, on a délocalisé la station d'épuration. Sur la photo à gauche, c'est à l'angle en bas à gauche du rectangle bleu ciel. Hein, la station, voilà, elle est là maintenant. Autrefois, elle était à la place du cabanon, en plein milieu, là. On avait une grande station. Et ça, c'est pareil. On a travaillé avec le service de l'eau et l'assainissement. Et ça a été recalibré et redimensionné
Et du coup, on a pu délocaliser. Et nous, ça nous a permis de remembrer Sébastien pour faire une grande zone tampon, qui est végétalisée, bien sûr. Donc là, on voit en fait la zone économique comporte trois couleurs. Les couleurs sont reprises en fait en fonction du logo de la CCM. Arles, Crocamargue, Montagnette, parce que le premier pont rouge, c'est Arles, donc c'était la tauromachie, donc c'est rouge. L'Acros, c'est le petit C que vous voyez à l'envers, c'est le foin. Le deuxième C à l'envers, bleu, c'est la Camargue, donc c'est la mer. Et M, la Montagnette. On est parti de cette couleur de logo et au milieu, ça représente des cornes de taureau, étant donné que nous sommes une terre camargaise au milieu des taureaux. Donc, on s'est servi de ce logo pour identifier les activités. Alors, le bleu, le commerce. Le jaune, c'est l'artisanat. Et le rouge, c'est tous ceux qui appartiennent à l'industriel. Alors, on a mis rouge parce que rouge, c'est industriel. Qui dit industriel, dit explosif, notamment dans notre zone économique où nous avons des CVSO, des risques d'explosion. Donc, c'est pour ça qu'on a déterminé le rouge sur la partie industrielle. Donc, la première requalification, nous, la phase 1 qu'on a vue, c'était la partie bleue, complètement en haut. Voilà. La phase 2, c'est entre les deux. Voilà, ça, c'est la phase 3, là, par contre, ce qu'on voit là. Voilà. Et là où il y a la flèche maintenant, c'est la phase 2 qui mordait à la fois sur du rouge, à la fois sur du rouge et du bleu. Voilà. Et le bassin, là, au niveau de la flèche. Euh, Ce qui est intéressant de retenir dans cette histoire, c'est que nous avons fait évoluer le PLU, en fait. Ça, a été une grosse stratégie parce que c'est pas évident, moi qui instruis des permis de construire dans l'ensemble de nos zones économiques, ça me permet, au fil du temps, d'arriver à avoir des zones qui ne s'inondent plus. Parce que les industriels, commerces et artisans, jouent le jeu en récupérant les eaux à la parcelle. Alors au début, c'est un peu la grande bagarre, mais quand les personnes arrivent à comprendre qu'effectivement, on a des preuves qu'on a vraiment évolué et qu'il n'y a plus ces parties-là inondables, ben, tout le monde est ravi et on a gagné. Et là, aujourd'hui, maintenant, c'est même plus la peine que je le dise dans cette zone, tout le monde l'a compris. Tous les architectes, tous les porteurs de projets, ils arrivent, ils disent, hop, c'est bon, on récupère nos eaux à la parcelle, on bouge un bâtiment, on a compris, monsieur Sika, on fait la parcelle. Et du coup, nous, ça nous soulage de nos ouvrages et il y a ça s'inonde plus. Voilà. Je vous remercie. Merci pour cette présentation sur le retour d'expérience, effectivement, qui est assez complet. Le temps file, du coup, je passe la parole tout de suite à Franck Zoulalian, donc pour l'Agence de l'eau. À toi la parole. Merci beaucoup, Fleur, et merci aux deux interventions précédentes qui ont permis de mettre l'accent et d'illustrer un peu le champ des possibles pour intervenir sur le cycle de l'eau. Alors, pour intervenir sur le cycle de l'eau, pourrait se poser la question. Alors, pourquoi on intervient sur le cycle de l'eau? Ben, parce que plus que jamais, il faut se poser la question de la ressource, c'est-à-dire qu'on est dans un contexte où l'évolution rapide de la gestion de la ressource est préoccupante. Donc, voilà, ça demande d'agir de manière collective. Et puis, les deux interventions précédentes ont permis d'illustrer aussi le champ des possibles sur différentes politiques. Donc, politiques liées à l'eau et politiques liées à l'aménagement et urbanisme, pour faire justement l'interaction entre ces deux sujets. Donc, au niveau de l'agence de l'eau, donc effectivement, on a un 12e programme qui est en cours là, depuis le début d'année, qui a été rédigé en fin d'année 2024 et qui se préoccupe justement de se consacrer à la gestion intégrée. Alors, quand on parle de gestion intégrée de l'eau et des milieux aquatiques, ça couvre principalement 5 enjeux, donc qui sont affichés sur la diapositive. Donc, premièrement, la question de la sobriété, donc se poser la question de l'économie des ressources, et ça pour tous les usages. Le deuxième sujet, c'est la question de la prévention et la préservation des milieux aquatiques, et faire en sorte que ces milieux aient des capacités de fonctionnement adéquates et qui permettent d'être en bonne santé. Donc, on parle de bon état pour les cours d'eau. Le troisième enjeu, c'est bien sûr celui relatif à la qualité. Donc, on a traité la question de la quantité avec la sobriété. On s'intéresse aussi au volet qualitatif. Donc, comment améliorer la qualité des eaux par le bon état des masses d'eau, donc que ce soit les cours d'eau, les masses d'eau souterraines, mais aussi les plans d'eau, les masses d'eau côtières. Et puis le quatrième enjeu, c'est celui qui nous touche au quotidien, c'est la question de l'alimentation en eau potable. Donc comment sécuriser l'alimentation en eau potable, comment faire en sorte qu'on ait par
enfin en tout temps et en tout lieu, accès à l'eau, à une eau potable de qualité et sécurisée, donc en quantité et en qualité. Et puis le dernier point qui est un peu nouveau, c'est celui de la préservation et de la restauration de la capacité des sols à infiltrer, stocker l'eau et recharger les aquifères. Donc sur ce dernier point, il y a une ambition de travailler notamment sur des secteurs agricoles pour justement identifier des pratiques de manière à avoir des sols plus vivants et permettre d'infiltrer mieux l'eau de pluie, permettre de stocker l'eau aussi pour recharger justement les nappes et permettre d'avoir une gestion quantitative de la ressource bien équilibrée. Voilà, donc ces 5 enjeux, ils forment un axe et un squelette voilà, qui est déterminé par le principe qui est inscrit à droite, donc sauvons l'eau, parce il y a un vrai enjeu à s'intéresser au cycle de l'eau, parce qu'il est dégradé déjà, c'est-à-dire qu'on a des perturbations naturelles par rapport aux évolutions climatiques, mais il est aussi dégradé par rapport aux pressions qui s'exercent sur ce cycle de l'eau. Et donc, les exemples qui ont été présentés précédemment, justement, identifient la question de la gestion de l'eau de pluie, la gestion de l'eau quand elle est abondante et la gestion de l'eau quand elle est moins présente. Voilà. Voilà. Donc, pour illustrer ces 5 enjeux, plusieurs actions possibles, hein. Donc, c'est la diapo suivante. Sur la, Donc, sur la mise en œuvre d'actions, donc principalement organisée autour de la sobriété des usages, la gestion sécurisée de la ressource et l'amélioration de la qualité. Donc, plusieurs exemples qui sont mis en exergue. Euh, pour gérer de manière quantitative l'eau, bah, déjà, il faut essayer de faire des économies sur notre façon d'acheminer l'eau d'un point A à un point B. Donc, la question de la réduction des fuites est importante. La conservation d'un patrimoine de réseau de bonne qualité pour justement limiter les fuites. Réutiliser les eaux usées traitées. Alors ça, c'est un champ qui va prendre de l'importance petit à petit, donc avec une évolution de la réglementation attendue. Et puis surtout, réduire tout ce qui est source de pollution pour justement travailler sur les différentes sources de polluants. Alors ça, c'est un enjeu important à l'échelle du bassin Rhône-Méditerranée, notamment avec le suivi de certains polluants dans les cours d'eau, que ce soit des substances liées à des pesticides ou des substances toxiques liées à des produits pharmaceutiques, des produits, enfin, des fongicides et d'autres polluants. Donc, comment mieux traiter ces polluants à la source et comment éviter que justement ils arrivent dans les milieux et occasionnent des pollutions plus importantes. Un autre sujet, c'est celui de la déconnexion et de l'infiltration des eaux pluviales. Donc, quand on parle de déconnexion, ça veut dire qu'on va essayer de limiter les apports d'eau pluviale au réseau d'assainissement, de manière à éviter de saturer justement ces réseaux d'assainissement qui sont là pour traiter les eaux usées des effluents domestiques et des effluents industriels, pour éviter par temps de pluie de saturer ces réseaux et d'occasionner des phénomènes de pollution. Donc, on est justement la problématique des déversoirs d'orage par temps de pluie, où on peut avoir des épisodes de pollution assez importants qui génèrent justement des dégradations des milieux euh, par conséquence. Voilà, donc tout un tas d'actions là qui sont listées. Je ne vais pas toutes les lister, mais on a aussi une question d'expérimentation et de recherche, domaine de la recherche. Voilà, sur ces questions de lutte contre les pollutions et de réduction des pressions liées aux activités humaines et enfin, économiques, industrielles et autres. Donc, petit zoom sur deux fiches actions. Alors, la première, c'est celle relative à la réutilisation des eaux traitées. Alors, pour vous repérer, le programme d'aide de l'agence, donc, qui couvre la période 2025-2031, il est en ligne sur le site internet de l'agence et vous avez accès à l'ensemble des fiches d'aide pour l'ensemble des maîtrises d'ouvrage, donc l'ensemble des acteurs. Donc, vous envoyez une partie là dans le petit tableau à gauche de la diapo. Donc, les collectivités sont bien entendu les maîtres d'ouvrage principaux, hein, principaux maîtres d'ouvrage qui sont aidés par les aides de l'agence de l'eau. Mais il y a aussi les acteurs économiques non agricoles, donc les entreprises, avec un système de bonification suivant la taille de l'entreprise par rapport au taux maximum d'aide.
Et puis, bien évidemment, aussi les agriculteurs qui peuvent bénéficier d'aides spécifiques. Et donc, dans le cadre du plan eau qui a été validé en 2023, on a une cinquantaine de mesures qui ont été validées en 2023, on retrouve la question de la valorisation des eaux non conventionnelles, c'est-à-dire comment réutiliser des eaux qui ont fait l'objet d'un premier traitement pour des usages et atténuer justement les pressions de prélèvement dans les milieux, dans les masses d'eau souterraines et dans les cours d'eau. Donc, la question de la réutilisation des eaux traitées pour l'agence de l'eau, le principe de base, c'est de ne pas créer de nouveaux usages, c'est-à-dire que d'utiliser de l'eau traitée, réutiliser de l'eau traitée pour satisfaire un usage déjà existant, de manière à ne pas accentuer la pression sur les milieux. Et dans des volumes qui seront limités au volume qu'on prélevait initialement. Voilà, donc ça, c'est une règle de base. Et il y a un accompagnement justement de ces projets, alors par l'expérimentation, mais aussi au niveau national, avec une évolution réglementaire, tout à l'heure j'en parlais, et des accompagnements des porteurs de projets dans la réutilisation des eaux usées traitées. Voilà, donc ça, c'est une fiche spécifique qui peut effectivement être intéressante à travailler, notamment sur les zones d'activité économique ou dans certains process industriels pour justement utiliser de l'eau à des fins d'arrosage d'espaces verts ou d'autres usages qui seraient de forts postes de consommation en eau. Le deuxième zoom que je souhaitais faire, c'était sur la gestion de l'eau de pluie. Alors, on en a parlé avec les exemples qu'a présenté Nicolas sur la gestion différenciée du pluvial. Alors, nous, côté agence de l'eau, on va se positionner plutôt sur le temps de pluie, les pluies courantes, les pluies classiques, c'est-à-dire des occurrences de pluie annuelles fréquentes, avec des volumes de pluie qui correspondent au régime méditerranéen, mais qui ne sont pas non plus conséquents et qui vont pas, euh, qui vont pas être qualifiés d'inondation. Voilà, on est plutôt sur un régime de pluie classique. Et donc, on propose de travailler notamment la question via la désimperméabilisation des sols pour mieux infiltrer l'eau à la source, pour infiltrer l'eau là où elle tombe, pour permettre de recharger justement les aquifères, pour permettre d'éviter tout ce qui est ruissellement et lessivage de sol. Donc, Nicolas l'a présenté sur les questions de dilution des pollutions sur des sols imperméabilisés qui occasionneraient des pollutions au niveau du rejet dans le milieu. Donc, l'idée, c'est de travailler sur la désimperméabilisation. Alors, il y a un objectif ambitieux, puisqu'on était sur le précédent programme, on était sur un objectif à l'échelle du bassin Rhône-Méditerranée de traiter 400 hectares, un objectif de 400 hectares de surface désimperméabilisée, c'est-à-dire complètement déconnecté des réseaux. Cet objectif, il est maintenu pour la période 2025-2031 avec un objectif plus ambitieux qui correspond également aux ambitions relatives au plan eau dont j'ai parlé tout à l'heure et qui doit aussi répondre aux enjeux de vulnérabilité du changement climatique. Donc, vous avez une illustration de l'enjeu assèchement des sols sur la région PACA. Vous voyez qu'on est très concerné avec une vulnérabilité très forte sur l'ensemble des bassins versants de la région PACA vis-à-vis de l'assèchement des sols. C'est-à-dire qu'on estime qu'au regard des baisses de précipitations, au regard de l'augmentation de l'évapotranspiration, on a une problématique d'assèchement des sols qui va s'intensifier d'ici 2050 si on ne fait rien pour enrayer le phénomène. Donc l'idée, c'est bien de travailler sur des secteurs qui sont déjà artificialisés, donc travailler sur l'existant pour justement envisager de nouveaux modes de gestion du pluvial. Donc, avec un objectif pour l'agence de l'eau, c'est justement de déconnecter les surfaces qui sont aujourd'hui imperméabilisées, de les déconnecter des réseaux d'assainissement classiques. Voilà. Donc, pour ce faire, on a effectivement une assistance de l'ARB, puisque voilà, ce qui a été présenté tout à l'heure par Nicolas vise à fournir des preuves de ce qui peut être fait, ce qui peut être réalisé, alors parfois à moindre coût, parfois avec une technicité un peu plus élaborée. Mais on a aussi un accompagnement, justement, alors ce que j'ai mis dans la diapo précédente, sur un petit guide qui vient de sortir et rédigé par Envirobat BDM sur des modes de gestion et d'aménagement, notamment dans des zones bâties. Donc voilà, donc n'hésitez pas à vous inspirer de ces cas
ces cas. Une autre source d'idées et d'expérimentation, c'est un site qui est animé au niveau du bassin Rhône-Méditerranée. Ça s'appelle Ma ville perméable, sur lequel vous pouvez trouver du contenu technique, des illustrations et du recueil de fiches opérationnelles pour vous aider justement à traduire vos projets. Voilà. Et donc, si vous avez des projets, n'hésitez pas. Justement, la délégation de Marseille de l'Agence de l'eau est là pour répondre à vos questions et vous accompagner justement dans le dimensionnement des opérations, notamment en termes d'aide financière, puisqu'on l'a vu, il y a des taux qui peuvent être modulés en fonction des objectifs et des ambitions de vos programmes avec une capacité d'aide, mais un souhait d'être associé le plus en amont possible des projets pour permettre justement d'identifier des ambitions différenciées suivant les caractéristiques des zones et des secteurs. Voilà. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous. Merci. Alors, merci Franck, on est déjà malheureusement à 14 heures, donc il y avait quand même deux petites questions. Du coup, je voulais soumettre, alors peut-être une question plus pour Nicolas. Connaissez-vous la durée de vie des géomembranes utilisées dans les bassins en dessous de ces fameux 50 centimètres de terre? Une idée Alors approximative? non, pas de durée de vie, moi. Mais c'est juste que déjà, vu que i- initialement, c'est quand même conçu pour même résister à des UV et à une pose à l'air libre. Si en plus on y a mis de la terre par-dessus, donc il y a moins d'attaques par les UV, il y a moins même de risques de griffures ou de problèmes liés à de l'entretien dans les abords là, de la zone du bassin avec une géomembrane. Donc il faut aussi se dire que la durée est encore améliorée quand on est avec donc de la terre par-dessus. Mais peut-être que Laurent, il y a un recul sur des endroits où ça s'est dégradé, quoi. Alors là, pour l'instant, pas du tout, c'est pas dégradé, pour l'instant, ça va. Mais en fait, une durée de vie normale d'une géomembrane, c'est 40 ans. Là, on peut viser, effectivement, comme tu disais, vu qu'il n'y a pas les UV, une soixantaine d'années, on va dire. Voilà. D'accord, merci. Autre question, lors de la modification du PLU sur la zone de Tarascon, quel a été le retour des entreprises? Alors, les entreprises se sont tout de suite adaptées, en fait, parce que celles qui ne touchaient pas leur bâtiment ne sont pas confrontées à cette problématique-là. Mais dès lors ils touchent, forcément, ils y sont. Alors, le coût, ça varie en fonction de la surface de leur magasin, puisqu'on réintègre dans les calculs de rétention d'eau à la fois l'agrandissement, plus on reprend les surfaces de l'existant. C'est très, très bien perçu parce qu'à aujourd'hui, ils se sont rendus compte que grâce à ce remembrement de bassin, la zone n'y s'inonde plus. Et du coup, ils sont très coopératifs. Et dès lors qu'il y en a un qui dépose un permis, il le valide, mais tout de suite. Moi, il joue le jeu, quoi. En fait, les personnes ne sont pas du tout réfractaires parce qu'aujourd'hui, ils voient l'évolution qu'il y a eu dans la zone, et notamment l'association. Et parce qu'on est arrivé à un moment donné dans cette zone économique où même les petites pluies créaient des inondations. Donc c'était grave parce que avant on n'avait que les pluies intensives et on est arrivé à un moment donné où tellement tout était imperméabilisé qu'il a fallu seulement désimperméabiliser nous déjà la partie publique au maximum, l'imposer aussi dans le cadre des PLU, la désimperméabilisation au maximum aux parcelles. C'est pour ça que dans les permis de construire, il y a des coefficients qu'on tient compte de désimperméabilisation. On demande aussi les matériaux filtrants dans les permis de construire, tous les matériaux qui peuvent prendre en compte ces infiltrations. On leur demande des études hydrauliques à la parcelle, tout ça. Et du coup, c'est bien, très, très bien perçu. Ça, c'est très bien perçu parce qu'aujourd'hui, comme je me répète, mais parce qu'il y a la preuve que ça fonctionne. Voilà. Peut-être que je n'aurais pas eu la preuve que ça fonctionnait après pour arriver à vendre aux industriels, faire des noues chez eux quand ils touchent leur bâtiment ou des bassins. Je pense qu'effectivement, ça aurait monté au créneau auprès du maire. Alors que là, non, tout le monde est au courant, tout le monde est conscient. Et du coup, ils savent très bien que, voilà, on a eu le cas de l'entreprise de Guinel qui a agrandi son bâtiment. Et il a dit, bah, écoutez, il n'y a pas de souci, moi, je vais créer mon bassin. Et ça rentre, mais alors, pas de souci. C'est dans les mœurs. C'est Peut-être rentré. que les Voilà. assurances aussi, du côté des assurances, est-ce que ça a un impact éventuellement sur le coût des assurances du fait qu'il y Alors, ait ces aménagements? là, on a eu le cas, par exemple, sur Bricomarché. Bricomarché, effectivement, il s'inondait assez régulièrement, lui.
avant qu'on intervienne sur tout ça. Il faisait beaucoup de déclarations, bien sûr, de son patrimoine qui était impacté par les inondations. Et à un moment donné, les assurances en avaient un peu ras-le-pompon, comme on dit. Et le fait de voir qu'on a évolué et que lui-même, aujourd'hui, il a joué aussi le jeu, eh ben, les assurances, ben, tout le monde joue le jeu. Non, j'ai pas du négatif de personne. Ça a un coût, on peut l'entendre, mais déjà, il faut savoir une chose, que nous avons des arguments aussi mutualisés. C'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, dans le cas du PLU, ils ont une obligation d'une certaine surface arborée. Donc, ils ont une contrainte qui est déjà existante à la base, qui doivent, dès lors qu'ils construisent ou modifient un bâtiment, respecter une certaine surface d'espace vert. Et dès lors qu'on dit, vous pouvez mutualiser cet espace vert en créant aussi un espace de rétention, eh ben, c'est très bien perçu. Voilà, c'est très très bien perçu. Et en plus, souvent, comme je disais tout à l'heure, on ne propose pas de créer des bassins en veux-tu en voilà. Non, ça peut être des stratégies d'ouvrage comme des nous en périphérie des parcelles qui permettent à la fois de sécuriser l'industriel, parce que du coup, ça fait un barrage ben, pour les cambriolages, ça fait un barrage ben, qui, le marchand de voitures, là, ben, les voitures, malheureusement, ne peuvent pas traverser de nous. Hein. Donc, on a fait une mixité d'usage en fait, de l'ouvrage et tout le monde, bon, après, on a beaucoup communiqué, il faut dire ce qu'il y en est. Hein. Nous avons fait des réunions publiques, nous avons bon, réalisé les travaux, nous avons fait des réunions après les travaux pour voir l'évolution de l'ensemble de la zone, dans les porteurs de tous ceux qui étaient, comme ça s'appelle, l'association de la zone. Et du coup, personne ne peut dénigrer la réalité. Quoi. On est devant le fait accompli et tout est vrai. Quoi. Donc, du coup, je vous dis franchement, il n'y a aucun souci. Ben, super. Non, non, On mais a, c'est très positif. on a une dernière question sur la question des argiles, justement, sol argileux et ces fameuses noues ou bassins d'infiltration. Comment ça cohabite tout ça? Alors, juste pour donner une piste, hein, bon, c'est vrai que la région PACA est fortement concernée hein, par les risques retrait-gonflement argile. Donc nous, tout ce qui est relatif à des travaux sur la désimperméabilisation, on demande forcément une étude technique de sol et d'examen de la perméabilité, avec un traitement particulier éventuellement du sol si jamais voilà, suivant les caractéristiques du sol. Donc effectivement, c'est un point de vigilance, hein, à pas, voilà, que le bien soit pas, enfin, voilà, ce qu'on pense bien, ce soit pas plus impactant pour la suite, hein, effectivement, de s'assurer qu'il ne va pas y avoir des désordres sur le bâti. Mais globalement, enfin, sur la désimperméabilisation, quand on parle de désimperméabilisation, on traite plutôt des surfaces relatives à des espaces de stationnement, comme ça a été montré, enfin, voilà, donc, bon. Mais ça fait partie de l'analyse globale qu'il faut avoir à l'échelle du projet. Prendre en compte effectivement les aléas qui caractérisent le terrain et qui nécessitent une analyse un peu plus particulière. Oui, voilà, du moment en complément, hein, du moment où l'étude géotechnique identifie des argiles et des argiles gonflantes, hein, toutes les argiles ne sont pas gonflantes. Là, il y a des adaptations en termes de profondeur de fondation qui permet justement de sécuriser donc le bâti et de le mettre dans un, on va dire, un socle, un îlot qui, lui, n'évoluera pas en termes d'assèchement et de gonflement, donc de dessiccation donc du moment où ça, le bâti a été bien ancré, on va dire, dans le sol, même s'il est argileux, infiltré autour, vous pouvez même, alors c'est cher, hein, mais si c'est sur pilotis, votre bâtiment, il n'y a vraiment aucun problème. Et vous pouvez même infiltrer sous le bâti, ou sans aller jusqu'à une solution aussi poussée financièrement et techniquement. Il y a un peu des sortes de garde-fous à se dire que si vous avez même, par exemple, je sais pas, un sous-sol, vous infiltrez à une distance qui correspond à la profondeur du sous-sol. Il faudrait faire un petit schéma, mais vous avez un sous-sol à 2 mètres, vous infiltrez jusqu'à 2 mètres du bâti, ça vous fait un angle de 45 et on part du principe que même si on est sur sol argileux, la goutte d'eau dans son parcours souterrain formera une sorte de cône de diffusion et devrait pas impacter toute la zone qui correspond à la fondation. Et donc, encore une fois, on est plutôt sur une approche sécuritaire, mais oui, c'est un sujet vraiment à prendre en considération. Plus, on va dire, quand c'est de l'étalement de zones d'activité avec des nouvelles parcelles, tout est réfléchi correctement à la base. C'est plus quand on est sur une approche de désimperméabilisation, où là, et voilà, il faut prendre en considération ça, et sinon,
Un secours, bah, c'est de garder un socle étanche, béton, par exemple, autour du bâti, pour justement éviter les phénomènes de dessiccation durant la période sèche. Même là, hein, il a fait que pleuvoir en mars, mais si on n'a plus une goutte d'avril jusqu'à fin septembre, et l'évaporation du sol et la transpiration des plantes, vu qu'on veut mettre des plantes dans la parcelle, tout ça, ça agira sur la dessiccation, l'assèchement du sol. Et merci. Une dernière question sur un autre angle, celle des déchets globalement et des embâcles qui peuvent se constituer dans les cours d'eau qui pourraient traverser ces zones d'activité. Est-ce qu'il y a des solutions efficaces aujourd'hui pour lutter contre ces pollutions, ces déchets-là? Alors, personnellement, si je peux me permettre, oui. Nous avons, par exemple, dans la zone nord de Arles, nous avons une station de pompage des eaux pluviales qui va rejeter nos eaux directement dans le Rhône. Mais avant de faire tout ce rejet-là, nous passons par une station de traitement, c'est-à-dire que les déchets arrivent dans une grande, comment je vous explique ça, une grande cuve bétonnée, et nous avons un dégrilleur en fait, un dégrilleur automatique où ces espèces de griffes qui vont en bas du bassin remontent les déchets et les jettent dans des conteneurs poubelles. Et après, nous avons le service de DMA qui viennent récupérer les déchets. Voilà. Et après, une fois que tout ça c'est traité et filtré, l'eau elle est pompée et rejetée. On a parlé des bassins là, avec la géomembrane, mais aussi il faut penser qu'on a des bassins aussi qui n'ont pas l'objet de géomembrane. Et pour répondre un peu à la question, on fait la scarification dans les bassins, c'est-à-dire qu'on a des marchés d'exploitation et d'entretien qui nous permet de scarifier les bassins. Pourquoi? Parce qu'au fil du temps, le bassin devient imperméable. Donc, pour rendre le bassin avec son coefficient d'infiltration comme il a été étudié à l'origine, on fait de la scarification dans l'ensemble de nos ouvrages, mais soit les bassins qui n'ont pas de géomembrane. Voilà. C'est-à-dire qu'on a un marché d'entretien où l'entreprise, elle vient. Alors, c'est pas à faire chaque année, c'est en fonction de la pluviométrie. On le voit au niveau du sol, si le bassin est devenu imperméable ou pas. Dès lors qu'on voit qu'il devient imperméable, on fait passer les machines, on scarifie, c'est-à-dire comme le chanceleuse, en fait, on fait des rayures dans la terre. Si je peux rajouter un petit Oui, complément oui. à cette remarque qui est super intéressante, c'est justement pour ça qu'il faut végétaliser au maximum. C'est-à-dire que du moment où on met des végétaux, tout le système racinaire va permettre déjà de créer des passages préférentiels pour l'eau, évitera justement le tassement, c'est même, là, la phrase ça a été, c'est pour retrouver la perméabilité des tests. En fait, du moment où on végétalise, on a même une meilleure perméabilité que les tests de perméabilité qu'on va faire au niveau de l'étude de conception. Et c'est ce qui fait que souvent, bah, une noue qui a été dimensionnée pour tel type de pluie gère bien plus parce qu'au final, on était dans une approche très sécuritaire dans la conception. Et le fait de végétaliser, bah, on améliore les conditions, on rend le sol vivant. Et donc, on a un phénomène de micro et macroporosité dans le sol qui améliore tout son fonctionnement et évite son tassement, sa compaction dans la durée, quoi. Mais ça, on le retrouve effectivement dans les ouvrages récents. Mais tout ce qui est les anciens ouvrages, effectivement, moi, j'y suis confronté, malheureusement. Il n'y avait pas cette politique-là à l'époque et je me retrouve avec des bassins qui ne sont pas du tout végétalisés et je suis obligé de scarifier. Mais effectivement, les ouvrages de maintenant, on met des végétaux. L'objectif, c'est ça. Eh bien, merci. On a dépassé, donc on va arrêter là pour les questions, mais n'hésitez pas, vous pouvez toujours me recontacter par la suite si vous avez d'autres questions. Je vous précise également que vous allez pouvoir retrouver donc ce webinaire en replay, mais également d'autres webinaires à venir ou passés que vous retrouverez sur notre site internet. Donc, n'hésitez pas à suivre. Il y a notamment en ce moment, le mois prochain, c'est une fois par mois, hein, le webinaire 1 heure pour comprendre et agir. On a toute une série sur l'arbre, l'arbre en ville, l'arbre dans les parcs d'activité, hein. Ça fait le lien direct avec la thématique de l'eau. Donc, n'hésitez pas à regarder tous ces replays. Et je vous rappelle également le téléchargement possible donc, de notre Memento sur la gestion intégrée de l'eau dans les parcs d'activités existants. Je vous remercie tous, tous les trois en particulier pour vos interventions et puis à vous de nous avoir regardés et d'avoir interagi avec nous sur ce webinaire. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.